Bonjour à tous et à toutes. La bibliothèque Jean de la Ville de Miremont est très heureuse en fait de vous accueillir ce soir pour cette rencontre avec Pascal Blanchard, qu'on ne présente plus, mais qu'on va quand même présenter. Quand même. Donc vous êtes chercheur associé au Centre d'Histoire internationale et études politiques de la mondialisation à Lausanne. Vous êtes spécialiste du fait colonial, des immigrations, de l'histoire contemporaine. Vous êtes également le co-auteur, le co-réalisateur de plusieurs documentaires. Vous avez co-dirigé de nombreux ouvrages. En 2021, vous avez dirigé et coécrit avec l'anthropobiologiste Gilles Butch. J'espère que je n'écorche pas son nom. Parfait. Très bien. Nous le saluons ce soir. Le racisme en images, déconstruire ensemble, publié aux éditions de la Martinière. Alors, ce qui est très intéressant dans cet ouvrage, c'est qu'il y a un double parti pris. Le premier, c'est de donner à voir et à comprendre le racisme à partir de l'analyse et du décryptage de 250 images qui vont en fait de l'œuvre d'art picturale, une reproduction d'œuvre d'art, de base photographique, mais aussi, on va dire, d'une iconographie beaucoup plus proche et beaucoup plus domestique. Donc ça, c'est ce premier parti pris qui est assez original dans la manière de faire. Mais également, vous donnez la parole, en fait, à une quinzaine de personnalités qui choisissent, en fait, des images qui, pour elles, font sens, dans lesquelles elles se livrent, tout simplement. Parmi ces personnalités, on compte Alain Mabankou, on compte Lilian Thuram, Abdel Malik, Yohan Chapoutot. Voilà. Différentes personnalités sélectionnent des images et nous livrent leur vécu, nous livrent leur analyse au travers de focus. Et finalement, ce livre, vous aurez la possibilité de le consulter, à la fois à la bibliothèque et auprès de notre libraire Mola. À travers ce livre, c'est 16 chapitres thématiques et historiques qui nous convient à appréhender finalement de manière visuelle et extrêmement sensible le racisme. Et ça, c'est original en termes d'angle et de point de vue. Et par extension, le titre porte en lui aussi quelque chose de très fort. On déconstruit, on appréhende, on analyse. On est à la fois sur une matière visuelle, sensible, et en même temps, on est sur un ouvrage qui est extrêmement sourcé, extrêmement riche. Voilà, donc ce qui m'amène à vous poser donc, ma première question, finalement. Au travers de cette iconographie qui nous est à la fois très familière, je pense aux cartes postales, aux reproductions d'affiches, aux réclames, aux tracts, au travers de cette iconographie-là qui fait écho à la fois à notre mémoire familiale, personnelle, collective. On comprend aisément finalement que l'image, c'est pas le reflet du monde. L'image est au service d'une interprétation du monde. Il y a une intentionnalité. Donc moi, la question que je voulais poser en première intention, c'est finalement comment naissent les stéréotypes et comment les images sont-elles des objets qui les véhiculent, tout simplement. Ok, 20 siècles d'histoire nous contemplent pour le raconter. C'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Après notre premier atelier, nous attaquons notre deuxième atelier. Et on avait réfléchi ensemble d'ailleurs à commencer par cette question. Je trouve qu'elle est... Pourquoi je dis ça ? Je trouve que c'est très important parce que on aurait pu aussi poser la question qui précède l'un ou l'autre. Est-ce que l'image a précédé le stéréotype ou pas ? Non, les images existent en dehors de l'histoire du stéréotype, en dehors de l'image du racisme. L'image, elle est d'abord ce qu'elle est. Une représentation ou non du réel. On pourrait débattre pendant des heures, vous et moi, si une image c'est la représentation du réel ou pas. C'est très secondaire dans notre question qui se pose là. Le stéréotype n'a pas besoin des images pour exister. Tout à fait. Nous avons une manière de penser l'autre. Le stéréotype, c'est quoi ? C'est un empilement de connaissances. Dit comme ça fait pas peur, en fait. Si quelqu'un rentre là, la manière dont il est habillé, la couleur de sa peau, la manière dont il va marcher, si c'est un homme ou une femme, nous allons faire fonctionner nos stéréotypes. Vous allez voir, quelqu'un arrive, là, vous allez tout de suite fonctionner. Et vous allez faire, quelque part, fonctionner quelque chose qui, chez vous, marche. Vous l'appelez stéréotype, voilà, c'est fait. Monsieur ne le sait pas, mais vous êtes devenu le grand témoin de ce moment de début. Voilà, vous avez déjà tous considéré que c'était un homme qui rentrait. Dans vos stéréotypes, dans vos morphotypes, parce que vous avez, en fin de compte, une culture,
une grille de lecture. Le stéréotype peut être positif ou négatif. En tout cas, le stéréotype, c'est la manière dont vous allez réduire l'autre à un certain nombre de signes, ou un certain nombre d'éléments, ou un certain nombre de catégorisations. Vous pouvez décréter, si vous détestez les hommes, que rentre un ennemi. Mais comme ce monsieur est arrivé, tranquillement, il n'est pas arrivé en courant, il ne vous a pas forcément fait peur au moment où il est arrivé, peut-être que pour certains, comme c'est un homme blanc, vous n'êtes pas inquiété de lui. Si ça avait été un homme noir, peut-être que certains se seraient inquiétés. Le stéréotype renvoie après à de la culture. C'est-à-dire, cette grille de décodage, elle vous donne des signifiants. C'est un peu comme si vous envoyiez, vous émettiez un certain nombre de signes, et quand ils reviennent, ils vous catégorisent soit un rejet de l'autre, soit une attirance. Il peut y avoir des stéréotypes positifs, je l'ai dit, c'est énormément important à tenir compte dans notre, parce qu'un stéréotype positif peut être aussi fondé sur des chimères, fondé sur des images, fondé sur quelque part du faux, voire du fake. C'est pas grave. Ce qu'il faut comprendre, c'est comment il se fabrique. Donc le stéréotype, par définition, il existe sans l'image. D'ailleurs, le stéréotype peut passer par le texte. Vous avez des textes racistes ou qui parlent d'autre chose, qui fabriquent du stéréotype et du morphotype. Il peut passer par un certain nombre de supports quand est la musique. Et puis il passe aussi par l'image. Alors, l'image, elle a un rapport très particulier au stéréotype. C'est-à-dire qu'elle doit pouvoir fonctionner. C'est-à-dire que quand le stéréotype bascule dans le monde imagier, vous devez comprendre ce que veut dire l'image. Je vais le faire très très simple. Quand vous faites une publicité à partir d'un stéréotype, positif ou négatif, je le redis bien, si le public ne comprend pas cette publicité, vous ne vendez pas votre produit. Donc il faut que à un moment, le stéréotype soit suffisamment massivement accepté, reconnu, identifié, je dirais codifié dans l'inconscient collectif pour que l'image, quand elle va le produire, vous la compreniez tout de suite. Sinon, on ne fait pas une pub. Une publicité qui n'est pas comprise, c'est une publicité qui est inefficace. Une image d'un parti d'extrême droite ou d'un parti d'extrême gauche, une image fabriquée pour tenir un discours politique, si vous ne comprenez pas immédiatement le message qui est tenu dans l'image, s'il faut le décoder et avoir le créateur pendant des heures ou le leader du parti politique pour vous expliquer pourquoi il fait une affiche, il ne ferait pas l'affiche. Le stéréotype, d'un seul coup, se fixe et doit être compris par le plus grand nombre, positivement ou négativement. C'est pour ça que l'image, elle va s'emparer déjà de choses qui sont par définition et généralement déjà relativement inscrites dans la culture populaire. Relativement inscrites dans des codes. Sinon, l'image, elle a beaucoup de mal à le saisir, ce stéréotype. C'est pour ça que, par exemple, dans le livre, il y a des images que nous, petits Français, ici réunis, on ne pourrait même pas comprendre. Je prends l'exemple d'une image. Ça va être compliqué pour vous, parce que de temps en temps, vous allez devoir les montrer au public. Vous allez voir qu'ils vont vous réclamer. Non, je rigole, mais je me rappelle d'une carte postale avec Gilles Botch sur laquelle on a travaillé, et un ami américain me dit, ça, c'est une des images dans le sud des États-Unis, l'une des plus racistes, et ces jeunes enfants à côté de pastèques. Oui. Et il me dit, ça, c'est une des images les plus racistes aux États-Unis. On prend l'image avec Gilles Botch, et on se dit, elle est caricaturale, de la dire qu'elle est raciste. En fait, vous ne la comprenez que si vous êtes vous-même américain, que vous êtes vous-même issu d'une histoire de l'Amérique, que vous connaissez l'histoire du sud de l'Amérique par rapport à la guerre de sécession, que vous connaissez la manière dont les Noirs ont été montrés au lendemain de la guerre de sécession, quand vous comprenez le symbole de la pastèque aux États-Unis, qui, pour ceux qui connaissent le racisme anti-arabe, vaut à peu près l'histoire du melon, et là, vous commencez à rentrer dans des codifications qui ne sont pas les nôtres, et quand vous vous rappelez que dans l'histoire des États-Unis, symboliser des jeunes enfants noirs, c'est de réduire l'homme noir à un enfant, et la pastèque au seul fruit qu'il sait faire pousser. Pourquoi ? Parce que la pastèque pousse toute seule. Et que vous comprenez que cette image-là, c'était le seul métier qu'il y avait pour ces jeunes noirs qui n'étaient plus esclaves au bord des routes aux États-Unis à la fin du 19e, qui vendaient des pastèques. Et qu'en plus, ils ne savent pas les manger avec des couteaux, donc ils la dévorent en tranches. Et là, vous réduisez le message que seul un blanc américain peut comprendre, ou du moins utiliser en stigmate. Voilà ce que c'est faire un noir. Cultiver, c'est-à-dire pas la cultiver, parce que ça pousse tout seul, et manger sans couvert, donc c'est un sauvage. Le petit blanc regarde cette image française, il ne comprend pas. Il ne veut pas la comprendre, nous n'avons pas les codes. C'est qu'en plus, dans l'image, il y a des codifications qui vont stéréotyper des personnages, qui vont les fixer dans une posture, qui vont les mettre en scène, qui correspond aussi à une culture. Une image raciste japonaise peut vous accrocher pendant des heures, vous ne comprenez rien. Il faut être japonais pour comprendre une image raciste japonaise. Et les Japonais ont fait autant d'images racistes que les Européens, rassurez-vous. Genre, on oublie qu'alors que quelqu'un parlait, je crois que c'est madame de l'histoire coloniale, ce qu'elle a pu produire, l'histoire coloniale japonaise a produit à peu près les mêmes stéréotypes au Japon que ce que l'histoire coloniale a produit en Europe. Donc une image, c'est déjà cette captation d'une culture, d'un ressenti. Et en plus, l'image a une deuxième fonction. C'est de l'inscrire profondément dans les consciences. Notamment d'aller toucher des gens qui ne liraient pas forcément des grands traités racistes,
Des gens qui ne vont pas lire des ouvrages, par exemple, de voyage à la Jules Verne au XIXe siècle, ou des ouvrages qui vont rentrer dans des détails d'explication des autres peuples de la Terre, et qui, en une simple image, vont fabriquer quelque part une croyance que, d'une certaine manière, telle ou telle population sont ainsi. Troisième niveau de l'image, c'est, de manière répétitive, fabriquer quelque chose qui, au-delà du fictionnel, devient presque du réel. Alors ça, c'est déjà un petit peu plus compliqué des fois pour nous à comprendre. Je donne un exemple très simple. Quand on s'intéresse à l'histoire coloniale, vous le savez comme moi que déjà, il faut faire une dichotomie entre ceux qui ont été aux colonies et ceux qui n'ont pas été aux colonies. Ça paraît banal ce que je viens de dire, mais l'état d'esprit de quelqu'un qui pense le passé, son présent colonial, c'est pas le même pour celui qui vit en métropole, dans l'Hexagone, et puis celui qui vit en Algérie, en Nouvelle-Calédonie, au Sénégal ou dans un pays colonisé. Et donc ceux de métropole, non, pour la plupart de vos grands-parents et de vos parents, sauf si c'était des grands bourgeois, n'ont pas été en vacances en colonie. N'ont pas pris un avion pour aller découvrir l'Indochine. Prenaient rarement le bateau pour aller découvrir Madagascar. Donc la plupart des Français, on le sait aujourd'hui statistiquement, en gros entre 96 et 98% des Français qui ne vivaient pas aux colonies ou qui n'ont pas fait leur service militaire avant la guerre d'Algérie aux colonies, parce que la guerre d'Algérie était un grand changement, n'ont jamais vu les colonies. Et pourtant, ces Français ont un point de vue sur les colonies. Ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu le réel. Ils n'ont donc vu que le fictionnel. Ils ont été au cinéma à voir La Bandera, Pépé le Moco. Ils ont vu des images dans leur manuel scolaire. Ils ont vu les cartes roses dans les écoles. Ils ont vu des milliers d'images. On avait une agence de propagande coloniale en France qui a fabriqué un certain regard. Et puis ils ont peut-être lu Tintin au Congo, puis ils ont peut-être vu aussi des images anticoloniales. En tout cas, c'est souvent par l'image, sauf quand ils s'intéressent à la question, par le livre. Mais déjà, il faut donc être volontariste. C'est la force de l'image. L'image, que vous soyez d'accord ou pas, quand vous avez une pub Banania sur un mur, que vous soyez d'accord ou pas, vous voyez la pub Banania sur le mur. Elle a son effet ou pas, mais en tout cas, elle est là. Parce que l'image, et c'est peut-être sa dernière stratification qu'il faut analyser, elle peut s'imposer à vous même quand vous ne la choisissez pas. Par exemple, quand c'est une publicité, quand c'est une couverture de livre, quand c'est tout simplement une représentation qui va être très furtive. Aujourd'hui, on le voit bien. Je vous rappelle que nos enfants, enfin on va dire les jeunes, de moins de 25 ans, en scrollant sur Internet, en une journée, voient plus d'images en une journée que vos grands-parents, tous réunis, dans toute leur vie. Donc ça va, c'est simple. Donc ils envoient des images. Donc vous pouvez aussi l'avoir de manière très virtuelle. Mais on les voyait aussi virtuelles à l'époque, mais d'une manière peut-être un peu plus posée. Une caricature dans la presse ne se regarde pas de la même manière que les 10 000 images que vous voyez en scrollant dans une journée. En tout cas, l'image, elle a cette puissance incroyable de pouvoir s'imposer, donc elle peut être rejetée aussi, vous pouvez l'accepter ou non, ou elle peut fabriquer une culture d'empilement. Parce que un stéréotype, pour qu'il marche à travers une image, c'est aussi sa répétition à un moment qui fait son succès. La différence des images par rapport à beaucoup de sujets, c'est quand vous avez une chose qui est dite une fois. On le sait en politique. Pourquoi les hommes et les femmes politiques, quand ils sont en campagne, font des affiches en plusieurs exemplaires? Il y a une raison. S'il n'y avait qu'un seul exemplaire, l'efficacité d'une affiche serait limitée. La répétition de l'image, sa démultiplication, ses multiples formes, fabrique à un moment une forme de norme qui fait qu'à un moment, cet environnement... Ça ne veut pas dire que vous êtes un imbécile et pas capable de comprendre que l'image peut mentir. Et encore, quand on interroge des élèves, notamment en collège et en lycée, quand on leur montre une photo, alors sur un dessin, ils peuvent vous dire « non mais d'accord, c'est faux ». Sur une photo, c'est déjà très compliqué de leur faire réfléchir sur le fait que cette photo n'est pas forcément le reflet du réel. Alors maintenant qu'on est en plus rentré dans une génération où avec l'IA, vous allez pouvoir inventer des photos, imaginer des choses qui n'ont jamais existé en photographie, quelque part, ce sera plus facile pour expliquer qu'une photo n'est pas le réel. Elle n'est qu'une fraction du réel, ou du moins une intention du réel, ou quelqu'un qui a fabriqué une forme de réalité, mais qui ne correspond pas forcément à la réalité telle qu'elle existe, puisqu'on ne peut pas véritablement reproduire la réalité dans une image. Quand on a dit tout ça, on comprend une chose, c'est que l'image, elle a cette capacité de produire une culture, de produire des stéréotypes, de les inscrire. Elle peut aussi échouer. C'est-à-dire qu'à un moment... On l'a vu avec l'histoire du nazisme, par exemple, ou l'iconographie qui est proposée, ou celle de l'apartheid. Elle peut aussi servir à un moment de rejet. C'est-à-dire, trop d'images peut nuire à l'image. Parce que la propagande n'est pas non plus totalement idiote. Elle sait aussi des fois être intelligente par rapport à ça, ou des fois elle en fait trop. Une publicité, par exemple. Et elle peut à un moment fabriquer exactement l'inverse, ne pas être perçue ou acceptée. En tout cas, l'image, elle rentre dans l'individu fabriquant une culture, et elle fait cette grille de décodage que quand monsieur est rentré, il est rentré avec un certain nombre de codes, et ces codes, vous les avez. Et on les a très très tôt. Si vous avez vu le film, vous parliez tout à l'heure d'Alain Mabancou, avec qui on vient de faire les ouvrages, le film sur lequel il a travaillé, où moi j'étais conseiller historique l'année dernière sur France Télévisions, sur l'histoire des Noirs de France, l'histoire de ces petites poupées avec les jeunes filles.
où on fabrique à un moment la détestation. Alors avant 5 ans, non. Et pour ces jeunes filles noires, arrivées à 7-8 ans, elles rejetaient les petits baigneurs en poupées noires. Le noir, c'est mal. À ce que je viens de vous dire, à 6, 7, 8, 9 ans, ça se structure par l'image. Très simple au début, des mécanismes binaires. Et plus on grandit, alors pour nous d'ici, qui sommes pour quelques-uns un peu âgés, Patrick, ne me regarde pas comme ça, on est pareil tous les deux, pour nous avons une culture visuelle absolument incroyable. C'est des dizaines de millions d'images que nous avons emmagasinées, positivement, négativement, structurées, pas structurées, inconscientes, pas... Mais en tout cas, elles nous ont fait fabriquer un regard sur le monde. Et quelles que soient les populations, quels que soient les sexes, quelles que soient les chromies, quelles que soient les histoires, juste un petit détail, je vous laisse, sinon, si vous me laissez trop parler des réponses, vous n'avez pas le temps de faire toutes vos questions. J'ose pas vous interrompre. Mais si, allez-y. Quand on demande à un enfant, petit, essayez pour ceux qui ont des enfants ou des petits-enfants en très petit âge, 7, 8 ans, au plus vieux, après, ça ne marche plus. Vous leur dites, dessine-moi un sauvage, sans rien dire d'autre. Un peu comme le jeu qu'on a fait tout à l'heure. Dessine-moi un sauvage. Dans 98% des cas, vous aurez quelqu'un d'à moitié nu, avec des plumes, un arc dans les mains. Souvent l'Indien. L'Indien, comme aujourd'hui ça s'efface un tout petit peu dans la mythologie, le western étant moins présent, le sauvage n'aura pas forcément une chromie de couleur de peau, mais il peut être noir. Si l'enfant a des feutres, il y a de fortes chances qu'il veut le choisir en marron ou en noir. C'est extrêmement intéressant parce que je pense que si on avait posé la même question il y a un siècle, on aurait certainement eu la même réponse. Donc en plus, il y a des choses qui se pérennisent, se fixent comme des choses, et puis il y a des choses qui disparaissent. L'exemple typique, il y a des choses qui, en termes de caricature aujourd'hui, ne fonctionneraient plus, parce que les codes ont disparu. Si je vous fais un Africain avec des yeux en boule de loto aujourd'hui, peu d'entre vous ont encore en tête le signifiant de ça. Ou un être humain avec, par exemple, un tissu rayé. Si vous avez lu du Pastoureau, vous connaissez tout à fait l'importance des tissus rayés, de l'exclusion à travers ça. C'est plus un code qui fonctionne aujourd'hui. Le tissu rayé a disparu de nos grilles. Dire que c'est quelqu'un d'exclusion. Si on prenait une jeune gitane des années 30 en train de fumer avec une boucle d'oreille, c'était le signe de la prostituée, de la femme de mauvaise vie. Aujourd'hui, vous faites une publicité avec une jeune femme avec une boucle d'oreille et une cigarette dans la main. Bon, enfin, à part que vous auriez une campagne comme quoi il ne faut pas fumer. Mais vous n'aurez pas le même rapport à l'identification parce qu'il y a une forme de généralisation d'une image d'une jeune femme qui fume parce qu'elle s'est libérée et qui a une boucle d'oreille. Terminé. Ce que je veux dire, c'est que les codes peuvent aussi changer, muter. Ils peuvent disparaître pendant très longtemps et revenir, l'exemple des images antisémites. Il y a un exemple dans le livre, sur plusieurs siècles, vous voyez bien qu'il y a une matricification qui se fait, une construction qui se fait imaginaire, elle va disparaître, des fois pendant 1 ou 2 siècles, et elle va revenir sur des nouveaux vecteurs d'imaginaire, y compris dans l'iconographie des partis d'extrême droite européenne, de l'iconographie nazie par exemple, qui va reprendre des stigmates qui étaient présents dès le haut Moyen-Âge. Donc vous voyez que l'image, elle a, j'allais dire cette vertu, ce qui dans ce cas-là est un terme un peu dommage, mais elle a cette force, cette puissance, elle mute en permanence. Il ne faut pas croire qu'elle se... Et puis en plus, l'image stéréotypique du préjugé, du racisme, elle s'adapte parfaitement à son temps, et quand il y en a une qui ne marche plus, c'est pas grave. Si on devait raisonner froidement, une autre va la remplacer avec beaucoup plus d'efficacité. Et au moment où on se parle là, des dizaines de milliers d'images sont fabriquées, dans l'instant même où on cause, et continuent à le perpétuer ou à déconstruire. C'est la dernière chose de l'image. C'est que pour déconstruire le racisme, les préjugés, la xénophobie, tout ce que vous voulez, l'image est aussi un fantastique vecteur de déconstruction. Et elle utilise souvent d'ailleurs les mêmes morphotypes. Regardez les images par exemple qui nous ont vanté le développement de l'Afrique dans les années 60-70. Qu'est-ce que vous avez vu à la télé? Rappelez-vous les campagnes pour que vous envoyiez de l'argent, on voyait une Afrique qui souffre. Et une Afrique qui avait besoin de la lumière de l'Occident pour s'en sortir. On prenait les mêmes stéréotypes que les images sur une Afrique souffreteuse sortant des ténèbres coloniales de la fin du XIXe siècle pour cette fois-ci vendre autre chose. Pourquoi? Parce que nous avons, dans l'inconscient collectif occidental, cette image d'une Afrique qui a de toute façon toujours besoin de l'Occident pour exister. Et c'est particulièrement manifeste dans le chapitre que vous consacrez à l'apartheid, où effectivement vous montrez à la fois les images pro-régime et en même temps le corollaire de ces images qui reprennent exactement les mêmes codes pour le dénoncer. C'est particulièrement saillant dans le chapitre sur l'apartheid. Je profite de récupérer la parole pour vous... j'ai vu. Je profite donc de votre présence juste pour faire un petit point sémantique. Est-ce que vous pourriez nous rappeler précisément ce que sous-tendent les notions de discrimination, de xénophobie et de racisme ?
parce qu'effectivement, dans les discours courants, c'est des notions qu'on manipule sans vraiment en comprendre véritablement le sens. Donc, mais c'est normal qu'on ne comprenne pas véritablement leur sens. Pourquoi ? Parce que souvent, elles se superposent, elles s'entrecroisent. Une dame qui a parlé 3 fois tout à l'heure dans l'autre groupe, qui était mon groupe opposé, a dit plusieurs fois ces mots en les mélangeant. Et elle a raison, parce qu'ils se mélangent. La xénophobie, c'est vous madame, je vous cherche du regard, enfin, vous êtes juste devant. La xénophobie, c'est la détestation de l'étranger, mais on peut être raciste et xénophobe. Et on peut avoir dans sa xénophobie une part de racisme. Comme on peut avoir aucune xénophobie en étant raciste. C'est-à-dire adorer les étrangers, mais considérant qu'il y a des races supérieures. Eh oui. Pardon, mais... et puis vous pouvez... Et ça a été toute la gageure du livre. Je vais partir par la grille de lecture du livre pour répondre à votre question. En fait, on s'est posé cette question avec Gilles Botch. Alors, Gilles Botch est tout à fait différent de moi dans l'approche des questions. Il n'est pas historien. Il est déjà anthropobiologiste. Donc déjà, pour savoir ce que c'est, vous avez bon courage. Prenez le dictionnaire, rentrez à la maison, vous allez vous marrer. Je ne savais même pas que ça existait avant de le connaître. Mais si, je rigole, c'est une boutade. Mais c'est-à-dire qu'il travaille beaucoup sur les catégorisations. Il travaille beaucoup sur les questions. Alors en plus, c'est un anthropologue, biologiste qui travaille sur les images, qui est assez rare, en fait. Et donc sur la manière dont on caractérise les choses. Et nous, on s'est posé la même question en disant, et à un moment, la plus grande difficulté quand vous faites un livre comme ça, c'est d'expliquer à votre éditeur. Enfin, dans ce cas-là, éditrice. Vous dites, oui, mais je ne comprends pas, le racisme, il faudrait faire un livre en continu sur l'histoire du racisme. Mais ce n'est pas notre sujet. Ce qu'on veut montrer, c'est qu'il y a une graduation. Et à un moment, ce qui a fait que notre éditrice a compris pourquoi on faisait 16 chapitres, c'est quand on lui a dit, il y a une échelle de Richter du racisme. Alors elle nous a dit, ah bon, c'est quoi une échelle de Richter du racisme ? Il y a des choses que nous verrions tous là, et toutes, qui ne nous choqueraient pas beaucoup, qui pourraient même nous faire rire, qu'on pourrait trouver banales. Allez, c'est l'échelle 1 de Richter. Notre degré d'acceptabilité d'une forme de tolérance, d'expression visuelle, tout le monde serait... Alors, on pourrait reprendre le principe des petits groupes, alors il y aura peut-être 5 qui se lèveraient et qui diraient « Ah non, cette image-là, il y a un problème quand même dedans ». Puis 95% resteraient assis. Et puis vous avez l'échelle 2. Alors là, on serait à 10 ou 15 à dire « Non, ça, c'est pas possible ». Ou d'autres dire « Ouais, c'est génial, ça ». Parce qu'une image déclenche les 2 principes. Donc les gens commenceraient peut-être même à changer de groupe. Et plus on monte, une image qui ferait, je présume, et on pourrait débattre, il en resterait peut-être 2 ou 3 assis, mais là, bon courage pour eux pour faire dans la soirée. Si je vous sors une image nazie, là, vous dites non, c'est inacceptable. Donc la première, la deuxième, et dans la graduation, pour faire à peu près simple, une image d'apartheid ou une image d'Asie, elle est à une échelle 10 de Richter. Et là, ce que vous entrez sur autre chose. Vous comprenez que dans cette production, il y a des graduations qui sont parfaitement maîtrisées par les producteurs d'images, en fonction de qui ils veulent toucher, parce qu'une image qui est acceptée par 95% des gens, elle n'a pas le même effet que celle qui est acceptée par 5% des gens. Par contre, pour atteindre l'échelle 10, il faut les autres. Elle vous prépare. Et c'est ça, c'est pas que la première image soit grave, elle n'est pas dramatique, j'irai pas brûler le créateur, il ira pas en prison, il tombera même pas sous le coup de la loi. Monsieur le maire tout à l'heure a expliqué que la loi serait un très bon vecteur, même pas. Elle passe très naturellement, mais elle nous fabrique une forme d'humour partagé. Et puis ça dépend qui la raconte. Si moi j'imite un Africain là, ça va vous rappeler quelqu'un de très célèbre qui, sur les scènes françaises et à la télévision française, faisait un carton il y a quelques années. Vous vous en rappelez. Mais si c'est un Africain qui imite un Africain, vous allez tolérer que lui puisse faire de l'humour avec. Pour autant, il aura fait la même imitation que moi. Sauf comme c'est un Africain qui imite un Africain, on ne peut pas critiquer un Africain qui imite un Africain puisqu'il est Africain. Oui, mais il fait une imitation, il fait une caricature. Sa caricature est-elle légitime parce qu'il est noir, alors que moi je suis blanc en faisant la même caricature? Ben, on va dire oui, il est plus légitime de la faire que vous. Ah bon? Pourtant c'est une caricature. Vous voyez que là, d'un seul coup, en fonction de celui qui émet la chose, de celui qui la produit, on hiérarchie. Alors, pour revenir maintenant à vos termes, on l'a donc coupé en préjugés, coupé en discrimination, coupé aussi en ségrégation. Tout à fait. Ce qui est encore autre chose, on a choisi le terme apartheid parce qu'il correspond à un système de loi aussi qui sépare les gens aussi bien que les territoires, que les métiers, et avec en plus un rapport à la chromie à l'intérieur de la couleur de la peau et de l'origine des gens. On a traité du nazisme, on a traité aussi de l'homosexualité des femmes. C'est une forme d'exclusion, de discrimination, de segmentation, de différenciation. On a pris les Roms, alors Roms, gitans, tziganes, voleurs de poules, typique parce que dans toute l'iconographie, qu'elle soit tzigane ou qu'elle parle des Roms, et quels que soient les pays au monde, soit ils volent des enfants, soit ils volent des poules. Et entre les deux, ils volent tout. De toute façon, vous avez à peu près la hiérarchie et l'organisation. Le vol, vous l'avez vu, et la vente sont assez hallucinants dans l'iconographie, y compris l'iconographie russe du 19e siècle et compagnie. Donc la discrimination, ça va être le produit. En soi, une discrimination, ça n'existe pas. Une discrimination, c'est le produit soit d'un préjugé,
soit de racisme, soit de xénophobie, qui va produire un rapport de force entre un individu qui a des droits et celui qui n'en a pas. Ou qui va interdire. Donc l'apartheid est aussi un système de discrimination. C'est là où ça devient compliqué. L'apartheid, en gros, il cumule tout. Le nazisme aussi, à peu près, pour faire simple. Et donc, la xénophobie, par exemple, madame le disait tout à l'heure, c'est la peur de l'étranger, c'est la peur de l'autre. Ma grand-mère, qui vivait dans son village en Bretagne, en Ille-et-Vilaine, elle avait peur du village d'à côté. Elle avait une forme de xénophobie, intra-régionale. Donc la xénophobie, c'est pas forcément non plus l'étranger. C'est la peur de l'autre. Vous l'avez dit, je crois, vous, madame, tout à l'heure, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc quand on ne connaît personne, comme ma grand-mère, elle avait peur de tout le monde. Donc c'est normal. Et c'est logique. Et la peur n'a pas disparu. La peur de ce qu'on... Si demain matin, des petits hommes verts arrivent sur la Terre, vous aurez peur des hommes verts, parce que vous ne connaissez pas. Mais la xénophobie, elle n'induit pas forcément la haine de l'autre. La xénophobie n'induit pas forcément la croyance dans les races, elle n'induit pas forcément la croyance dans la hiérarchisation des races, et elle n'induit pas forcément une discrimination. Vous pouvez avoir peur de l'autre, mais considérer que cet autre qui vient dans votre pays a les mêmes droits que vous. Bonjour, M. Darmanin, pour arriver à déconduire tout ça, hein, pour en faire de la loi. Après, vous m'avez dit quoi, préjugé ou discrime? Préjugé, racisme, le racisme peut-être Racisme. Oui, on a jonglé tout à l'heure sur la définition du racisme. C'est pour ça que j'avais choisi le petit groupe très minoritaire, c'est en considérant que le racisme, c'est au moins 3 éléments et 3 agrégats. Le premier, c'est d'abord de concevoir qu'il y a des races. On l'a dit, on se l'est dit entre nous, et c'est de croire qu'elles existent. Deuxième agrégat qui est fondamental ou élément, c'est de penser qu'elles se hiérarchisent. Et on ne les hiérarchise pas de la même manière, je tiens à le dire, en fonction du pays où on est, de la couleur de la peau que l'on a. Au Japon, quand les Japonais se disent supérieurs, ils vont jusqu'au bout à Osaka, ils exhibent des Blancs dans des cages à côté des Taïwanais et des Chinois pour montrer qu'ils sont une race supérieure aux Blancs. Parce que dans l'imaginaire japonais, ils sont au-dessus. Mais même au-dessus des Blancs. Hein. Donc ça veut dire que la hiérarchie, elle devient discours, elle devient message, elle devient la manière de penser à la chose. Et troisièmement, on considère, dans le racisme aussi, qu'il faut faire attention à la protection de la race. Généralement, on est contre le métissage. Dans certains pays, on peut être pour l'eugénisme, c'est-à-dire que la protection de la race. On considère en plus que les races doivent, d'une certaine manière, avoir une politique raciale. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une séparation dans l'espace. L'Afrique du Sud est un très bon exemple, c'est aussi, et les espaces coloniaux, et les États-Unis. Je vous le rappelle qu'aux États-Unis, dans 97% ou 96% des cas de lynchage sont des affaires ou des accusations de soi-disant affaires sexuelles. La question du sexe, la question du métissage, la question du couple est fondamentale chez les racistes. Il ne doit pas y avoir de mélange de races. On doit garder la pureté. Ce qui fait que le système nazi a à la fois été un système raciste, un système purificateur, un système même d'exclusion de l'autre, mais ça, pas simplement de l'exclusion de l'autre dans l'espace commun, mais d'exclusion de l'autre pour qu'il n'y ait pas de perte de la race qu'on dit supérieure. Là, vous avez affaire à des racistes, c'est le cas de le dire, purs et durs. C'est très différent d'un xénophobe. C'est même très différent de quelqu'un qui a des préjugés. Quelqu'un qui a des préjugés, par exemple, il ne va pas considérer que sa société, forcément, elle est supérieure. Mais il ne veut juste pas vivre avec l'autre. Il a des préjugés sur les autres. Et il ne veut pas se mélanger avec les autres parce qu'il considère que par rapport à ses préjugés, les autres ne vivent pas comme lui. Et donc il a même peur, d'une certaine manière, donc il est un peu xénophobe, que l'autre va venir perturber son propre équilibre sociétal. Quand, par exemple, des régionalistes en France défendent une pureté régionale. Alors je suis un petit breton, je vais attaquer à ma propre région. Quand les Bretons disent qu'il faudrait qu'il y ait quand même beaucoup moins de gens non bretons qui viennent s'installer en Bretagne, il faudrait faire comme les Corses, une loi qui nous oblige à avoir vécu au moins 2 ans, ou 3 ans, je ne sais plus ce qu'ils ont dit, avant de pouvoir avoir une maison, vous n'êtes pas loin d'avoir un préjugé quasi xénophobe, mais en tout cas un préjugé sur l'autre qui va venir faire société avec vous dans sa manière de vivre qui pourrait venir perturber la vôtre. Vous avez dû remarquer qu'il y en a peu. Après, il y a de la caricature. La caricature, c'est complètement autre chose. C'est comment vous représentez les autres. Et dans la caricature, là, il y a aussi une hiérarchie. C'est que vous pouvez la rendre relativement neutre, ce que j'ai à l'échelle Anne Richter, à extrêmement négative, extrêmement racialisante, extrêmement chromique, extrêmement méprisante. Humiliante, vexatoire. Bien sûr, la caricature elle a 3 fonctions. C'est pour ça qu'on a fait, vous l'aviez dit d'ailleurs, des missions différentes. La caricature, elle doit faire rire. Alors, le rire, c'est la meilleure arme des racistes. La meilleure. À partir du moment où quelqu'un même sourit, allez, un léger stigmate, vous avez déjà gagné. C'est-à-dire qu'il accepte que la moquerie, l'infériorisation de l'autre, la stéréotypie de l'autre, vous l'appelez comme vous voulez, devient un style de moquerie. Et c'est beaucoup plus facile de faire passer les choses par l'humour, d'une certaine manière, que de les faire passer par la violence. C'est basique. Ou par la beauté. Parce qu'une image, ça peut être aussi l'esthétisme. Je pense à l'image de la femme exotique, dont on fait un chapitre, qui va valoriser l'autre pour mieux en faire un objet sexuel de désir. Vous ne dévalorisez pas quelqu'un qu'on est en train de mettre en scène par l'exotisme
puisque vous êtes en train de fabriquer un être sexuel qui doit devenir un fantasme. Bah, elle n'est pas négative, l'image. Sauf qu'elle fabrique un corps exotique totalement soumis à la domination de l'homme blanc, dans ce cas-là. Et ce que je veux dire, c'est que c'est complexe, les graduations, parce qu'une image de stéréotype peut donc être positive, voire très belle. Vous avez de splendides images des 1001 nuits et du harem. Et on peut penser aussi aux peintres orientalistes. On peut penser à qui? À Dinet, par exemple. À Ingres aussi. Ingres, mais vous pouvez aller même beaucoup plus loin, sur des îles Marquises, dont c'est des grandes expositions qui ont lieu, où il commence à y avoir de fortes... J'ai oublié son nom, pardonnez-moi. Merci Gauguin, merci, vous m'avez sauvé, Paul Gauguin. Et qui fait un vrai débat. Bon, puisqu'il y a eu même eu un débat, mais est-ce que Paul Gauguin aurait été accusé à l'époque, aurait été en prison par rapport aux jeunes femmes, avec qui il était, l'âge de ces jeunes femmes, et comment il les a peints, comment regarder ces images aujourd'hui en pensant qu'il a été pédophile à l'époque. Alors je rappelle à tout le monde qu'il serait tombé sous la loi de la pédophilie à l'époque, hein, déjà. Comment on regarde Gauguin aujourd'hui? Comment on fait? Comment on regarde ces images qu'il a créées, qui ont fasciné, soyons honnêtes, depuis plus d'un siècle, à peu près tout le monde dans toutes les sociétés et cultures. Pourtant, sa peinture fait débat. Dans l'image et la représentation qu'il en donne, il nous donne quelque chose qui est très attirant, qui est très esthétique, mais en même temps, derrière, il y a une idéologie, qui est en fin de compte une domination sur un corps pubère, un corps enfant, quelque part dont il fait un objet sexué. C'est pour ça qu'on a fait un chapitre, qui est un des chapitres les plus compliqués d'ailleurs à traiter, parce que là, on a l'impression que ces images ne font pas partie de ce spectre, alors qu'ils en font partie. Réduire l'autre à son corps, c'est ni du racisme, ni de la discrimination, ni du préjugé, c'est encore autre chose. C'est une fabrique de l'autre que l'on va catégoriser quelque part, mais on en fabrique quelque part un objet, c'est le cas de le dire, sexué, qui rentre aussi dans ces codes. C'est aussi une manière de mépriser l'autre par rapport à son esprit, par exemple, et de le réduire à son corps, comme on a fait pour les esclaves. C'est la même mécanique. Hein. Je me permets juste de dire une petite chose. On était avec des jeunes lycéens pour leur expliquer quelque chose, dont un lycéen me pose la question, mais monsieur, à un moment, vous montrez une image, je n'ai pas compris pourquoi, où on voit un Africain dormir au pied d'un palmier. Très bonne question. Il me dit, mais pourquoi vous la montrez? C'est pas une image raciste. Ils dorment, comme nous. Je dis, oui, d'accord, mais quand on veut expliquer... Et je pars sur une explication super alambiquée. Je vois dans les yeux du gamin, il comprenait rien de ce que je disais. Et même moi, je savais plus ce que je voulais dire, d'ailleurs, j'étais complètement perdu. Je lui dis, en fin de compte, c'est super simple. Si tu t'amuses pas à dessiner un paysan français, tout simplement, ou des paysans français, en permanence, en train de dormir sur les mottes de foin, tu les montres de temps en temps au travail. Il dit, bah oui, et ben en Afrique, le but, pour expliquer le travail forcé, bah, tu les montres en train de dormir. Parce que tu expliques que s'il n'y a pas la chicotte, s'il n'y a pas le blanc, ils bossent pas. Et à l'image, à l'époque, cette image est produite, c'est le moment où il y a le travail forcé. C'est simple. Donc tu montres que s'il n'y a pas un blanc derrière, bah, il dort. Il dort tout le temps d'ailleurs, il dort toute la journée. Et d'ailleurs, si vous réfléchissez bien, vous avez tous en tête un Africain ou un homme noir ou une femme noire qui va... On le dit toujours, il n'a rien à faire, il a une noix de coco, tombe tout seul des arbres. Donc pour travailler, il faut que quelqu'un lui dise, non mais t'as pas compris Coco, maintenant on va bosser. Tu vas construire des ponts, des routes. Et donc pour travailler, il n'a aucune raison puisqu'il a une noix de coco, elle tombe toute seule. Et que c'est l'imaginaire qu'on a dans les pays tropicaux. Donc on le fait dormir sous un arbre. C'est pas juste pour dire qu'il se repose. C'est pour faire comprendre que de toute façon, si l'homme blanc n'intervient pas, il continuera à dormir sous son arbre. Il faudra bien que l'homme blanc arrive. Il n'est pas encore entré dans notre rapport salarié. C'est exactement ce que disait la propagande coloniale à l'époque. Avant qu'il devienne un homme libre et salarié, on va utiliser le travail forcé. C'est entre l'esclavage et le travail salarié, mais au moins il va apprendre à travailler. Et c'est le discours de l'époque, je vous le rappelle, le travail forcé a été installé dans l'Empire colonial français pendant 70 ans. Alors c'est certain qu'on a aboli l'esclavage. Mais on a inventé un truc énorme qu'est le travail forcé. C'est quand même une invention fantastique de l'économie au moment de la révolution industrielle. Des gens qui travaillent, pourquoi? Pour apprendre à travailler. On va les payer? Ben non, puisqu'ils apprennent quelque chose. Ça s'appelle l'éducation. Ok, c'est terminé. Et comme dans notre inconscient collectif, l'homme noir ne travaille pas, bah, par définition, c'est donc logique qu'on lui apprenne. Et puis comme il est réticent, c'est donc logique qu'il y ait la chicotte. Voire même qu'il y ait des effets collatéraux. 22 000 morts pour construire le Congo-Océan. C'est logique qu'il ne travaille pas. Donc il a du mal à apprendre un métier. Et d'un seul coup, vous rendez normal, ce qui est anormal, dans un pays qui s'appelle la République française, pays des droits de l'homme, blablabla, qu'il y ait donc des catégories sociales ou d'individus qui n'ont pas les mêmes droits. Et d'un seul coup, vous trouvez ça normal, puisque l'image de l'homme noir qui dort, bah, elle est dans votre inconscient collectif. Et vous construisez un récit derrière. Ah, tout à fait. Pour faire écho à ce que vous disiez, ce que vous disiez précédemment, moi, ce que je trouvais très intéressant dans le livre, c'est le chapitre consacré justement à la science, enfin, même si c'est quelque chose qui irrigue chaque chapitre. Finalement, on comprend comment... le discours scientifique et les images liées à ce discours scientifique sont venus étayer cette pensée
raciale, cette pensée de la hiérarchisation des races. On pense notamment aux planches, on l'a tous en tête, les planches anatomiques liées par exemple à l'essor de ce qu'on appelle la phrénologie, qui est une pseudoscience qui consiste à catégoriser les êtres humains en fonction des aires de leur cerveau, la science des crânes. Vous évoquez aussi la collection de plâtres. Je crois que c'est Cuvier qui l'avait réalisé, de plâtres de corps de femmes autantotes. Voilà, qui désormais, je crois, sont conservés au muséum, il me semble. Dont faisaient partie les restes de la Vélus autantote. Exactement. Donc, du coup, moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que vous pouvez nous expliquer comment les sciences ont contribué à cautionner et à véhiculer ce discours-là de domination, finalement, et si encore, actuellement, la science joue ce rôle? D'abord, c'est une vaste question, mais qui doit reposer sur quelque chose qu'il faut avoir en tête. En gros, la science, d'abord, pour exister, elle a dû combattre la religion. Pourquoi je dis ça? C'est que pendant très longtemps, c'est pas la science qui a imposé dans la vulgate populaire la manière dont le monde fonctionnait. C'est très important d'avoir en tête parce qu'on pourrait penser que d'un seul coup, des savants fous sont arrivés et nous ont dit la race existe. Alors, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, je vais résumer quand même 30 siècles d'histoire en 10 secondes. C'est que pendant très longtemps, c'est l'Église qui a expliqué comment l'ordre du monde fonctionne. D'accord? L'Église l'a expliqué, et d'ailleurs l'Église a eu pratiquement, jusqu'on va dire, 17e, 18e siècle, du moins en Occident, dans d'autres pays c'est tout à fait différent, on va prendre l'exemple occidental, c'est déjà pas mal, a à peu près dominé jusqu'au moment où les savants ont commencé à tenir un contre-discours. D'ailleurs, ceux qui l'avaient tenu trop tôt ont mal terminé. Oui, sur le bûcher. Exactement. Et puis à un moment, les savants, quand ils ont commencé à pouvoir se faire entendre, à pouvoir expliquer que l'ordre du monde était plus compliqué. Il s'est passé une chose en même temps que ce discours émergeait, c'est les conquêtes aux quatre coins du monde. Là, pour nous, c'est facile de savoir que la Terre aujourd'hui est ronde, elle est peuplée de plein de populations différentes, de plein de religions différentes, de plein de chromies différentes. Mais au XVIIe ou XVIIIe, c'est un petit peu plus compliqué. On découvre tout ça. Et on a besoin d'ordonner les choses. Alors, le religieux est en train de disparaître de sa capacité de nous expliquer l'ordre du monde qui descend d'Adam et Ève. Boum. Et en même temps, la science se pose plein de questions sur un monde qui est en découvert dans lequel on commence à ramener des spécimens. Alors à la fois humain, je me permets de le dire, biologique, faune animale, donc une diversité humaine. Blablabla, Darwin. J'ai essayé de résumer, ça a été très complexe, mais vous imaginez bien que cette histoire-là, elle est complexe parce qu'à un moment, le savant, au sens large, prend un pouvoir. Il prend un pouvoir d'explication et de connaissance. Et comme il est un des rares à avoir accès à ces spécimens qui viennent des quatre coins du monde, à se poser des questions, à des fois des explorations qui ont duré 10, 15 ans, 20 ans, il arrive quand même avec un background, on va dire, que les autres n'ont pas. Et en plus, quelque part, il est payé pour faire ça. Donc, quelque part, c'est comme aujourd'hui un universitaire qui arrive, comme moi, qui est payé pour faire ça. Et puis, il arrive avec cette connaissance. Et cette connaissance, elle rentre dans des dualités énormes avec le monde religieux, parce qu'on veut expliquer, on pense expliquer autrement que par le religieux comment la machine Terre fonctionne. Pourquoi il y a des populations différentes sur la Terre? Et en plus, ils ne sont pas d'accord entre eux. Donc il y a un rapport de force violent entre le monde savant pour avoir une clé d'explication. Blablabla. Je gagne quelques siècles, sinon on va mourir. Et là, vous avez à un moment, les savants veulent prendre une forme de magistère pour expliquer l'ordre du monde, parce que cet ordre du monde, ils sont aussi payés par des États. Ils sont aussi payés par des institutions, sociétés de géographie et d'autres. Ils ont besoin, en se concurrençant, d'imposer à l'autre, parce qu'ils ont raison. C'est un peu comme si vous regardiez CNews, j'espère que non, qui va gagner à la fin du débat. C'est ça les savants à l'époque, au 19e. Ils s'entretuent sur des points de vue avec des visions différentes. Et dans cette vision, un des premiers sujets, un des sujets qu'a le plus travaillé les savants à la fin du 19e, tout le 19e et surtout à la fin du 19e, c'est comment le monde fonctionne. Pourquoi il y a une diversité humaine? Comment comprendre cette diversité? Comment les classer? Comment les ordonner? Comment les hiérarchiser? Peuvent-ils se mélanger? Pourquoi? Parce que vous avez une demande politique. C'est les empires. Vous avez les empires coloniaux qui se posent la question. Bon, les Portugais et les Espagnols ont plutôt été au sabre avant de se poser beaucoup de questions, mais je vous rappelle la controverse de Valladolid, où on se pose déjà la question de l'âme. Et en fonction de la réponse du religieux, le statut des individus va être fondé, je vous le rappelle. Là, c'est le savant qui répond à la question. Peut-on mettre l'homme noir en esclavage? Alors, tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un qui a dit que l'esclavage avait été la matrice du racisme. Le racisme existait avant l'esclavage. Avant que l'esclavage soit institué, le bassin méditerranéen avec les morts développe déjà un imaginaire sur l'autre et de son altérité. Et les croisades, c'est pas mal en termes de racisme. Ce que je veux dire, c'est qu'on pense toujours l'esclavage a été une accélération. Pourquoi? Parce que là, à ce moment-là, l'institution
Le racisme d'État a légitimé, mais aussi le religieux, le fait de pouvoir utiliser des femmes et des hommes noirs au nom d'une infériorité qui était là. Alors, mais le racisme était là avant. Ce n'est pas l'esclavage qui invente le racisme, c'est le racisme qui légitime l'esclavage, ce qui est très différent. Qu'il l'accentue et qui rehiérarchise les choses, et qui fasse d'ailleurs de l'homme noir et de la femme noire l'être inférieur, là c'est une mutation parce qu'avant c'était plutôt sur le bassin méditerranéen que cette pensée-là existait. Donc, dans ce cheminement des savants, les savants sont aussi relayés après par d'autres personnes, parce que dans le monde des sachants, il ne faut pas se limiter aux savants, allez, anthropologues, ethnologues, un peu comme Gilles Budge, d'ailleurs ses ancêtres, c'est aussi l'instituteur, c'est le professeur. C'est notre instit qui nous emmène à l'expo coloniale ou qui prend la carte dont vous parlez et qui explique aux enfants, alors voilà, comment est composée la Terre. Il y a plusieurs races, il y a une race supérieure. Vous le croyez quand vous êtes enfant. Le savant pour vous, enfant, c'est votre instituteur. Bah, c'est le curé d'avant, quoi, en fait. Et donc, quand vous avez toute cette crescendo de livres populaires, mais de livres qui sont appuyés, de manuels scolaires. Je me rappelle qu'en 1956, dans le Hatier d'histoire-géographie, alors 1956, c'est hier, hein. Bon, pas pour des jeunes, mais pour nous, on va aller pour les PAC, c'est à peu près hier. La dernière leçon, quand vous ouvrez le Hatier de la dernière plage, c'est pourquoi la race blanche dirige la Terre. On est en 1956. Donc, vous voyez, ce n'est pas des trucs du 19e perdus au fin fond des ténèbres. Donc, tout ce discours sachant, il vient nous donner un ordre du monde, une explication, une logique, une manière de penser le monde, une manière de légitimer les empires coloniaux, une manière aussi d'expliquer comment l'humanité s'est créée, une manière d'expliquer qu'il y a... Et après, il y a des débats, je vous le dis bien, entre eux. Est-ce que c'est l'environnement qui fabrique l'individu? Est-ce que c'est la race qui domine? Vous avez parlé de la craniométrie. On pourrait discuter pendant des heures de Gustave Le Bon et des autres qui découvrent qu'en mettant du sable à l'intérieur des crânes, que les Noirs sont inférieurs aux Blancs. Puis le jour où ils découvrent que les Asiatiques ont des crânes plus grands que les Blancs, ils arrêtent d'y croire. Fantastique. Tout ça, ça traverse les décennies. Mais en tout cas, ça fabrique quoi? Ça fabrique la race. Personne n'est d'accord sur la manière de l'interpréter, mais on croit une chose, c'est... Alors que, pour faire simple, si j'avais interrogé un individu lambda dans la rue, occidentale, hein, ville occidentale, pour vous, le monde s'organise comment en 1800? Il aurait dit aristocrate, paysan, propriétaire, non propriétaire. Peut-être qu'il aurait intégré le clergé dedans, mais il vous aurait fait quelque chose qui est très casté, très hiérarchisation sociale. Il n'avait pas intégré dans sa vision du monde la diversité des races. Si vous interrogez ses descendants en 1900, il vous aurait parlé de la hiérarchie des races. Le monde, il aurait pu aussi vous parler d'une hiérarchie sociale, mais il vous aurait d'abord parlé de comment le monde s'organisait sur une hiérarchie. Parce que c'est ça le 19e siècle. Il fabrique une matrice où la race est devenue un élément d'explication du monde. À tous les niveaux, interne avec les premières immigrations, externe avec les conflits, avec la guerre de sécession, avec les guerres coloniales, avec les exhibitions, avec les zoos humains, avec tous ces éléments qui à la fois sont des éléments de distinction, mais aussi de compréhension du monde. Et puis d'un seul coup, le monde a changé de dimension. On découvre qu'il y a plusieurs continents, qu'il y a plusieurs populations, qu'il y a d'autres cultures, qu'il y a des chocs des cultures, des chocs des civilisations, que les religions sont en conflit. Tout ça devient des normes. Et d'un seul coup, le savant donne le sentiment d'expliquer tout ça, et on le croit surtout. Et puis, comme il y a une culture populaire de la race qui va s'installer, vous avez vu qu'il y a un chapitre sur les zoos humains, en plus, on va aller au jardin d'acclimatation se divertir. Vous, à Bordeaux, je ne sais plus quelle est la date, mais je crois que l'un des premiers zoos humains ici, c'est 1895, dans une exposition coloniale, les gens vont se divertir le week-end, on va voir les sauvages, et quand on rentre à la maison, on dit « bah, j'ai vu les sauvages ». Pourquoi vous voulez qu'on ne croit pas aux sauvages? On les a vus le week-end, donc ils sont là. J'étais avec les enfants, on a pique-niqué, on était devant les sauvages. Donc vous y croyez? Puisque le savant vous dit qu'elle est sauvage, l'instituteur dit qu'elle est sauvage, vous-même, vous avez vu les sauvages. Puis que la littérature, il montre des sauvages, et puis que la grande presse montre des sauvages, et puis que quand vous lisez le journal, il y a des sauvages en couverture, et puis que la France se bat contre des sauvages. Et que l'Amérique de Buffalo Bill qui est passé ici se bat contre les sauvages. Donc le sauvage existe. Donc si le sauvage existe, nous civilisés, on existe. Et l'ordre du monde s'explique. Et par définition, un sauvage ne peut pas avoir les mêmes droits qu'un civilisé. Donc le civilisé a des droits sur le sauvage. Et d'un seul coup, ce monde s'organise sur cette croyance. Si vous me lancez là-dessus, c'est genre 2 heures. Mais la place des savants. Et aujourd'hui, non, je voudrais juste terminer une chose importante, c'est que c'est encore aujourd'hui des savants qui viennent contester le racisme. Je m'explique. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire de l'ADN et compagnie, mais c'est extrêmement intéressant de voir que d'un seul coup, par un discours très féminisé, qui n'est plus raciste et compagnie, par l'ADN, on commence à reprendre un discours où on nous dit « mais fais ta carte génétique, tu vas savoir d'où tu viens ». Et par la carte génétique, d'un discours qui se veut tout à fait antiraciste, on fabrique encore de la catégorisation. C'est-à-dire qu'il y a eu une sorte de cheminement, j'écoutais quelqu'un tout à l'heure, j'étais dans ce groupe d'ailleurs, qui disait que le concept de race allait disparaître, mais il revient par la fenêtre indirectement aujourd'hui à travers l'ADN. Hein. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails scientifiques sur la question, mais on en parle dans le livre avec Gilles. C'est très intéressant parce que de manière extrêmement zen maintenant,
parce qu'il n'y a pas de hiérarchisation derrière. Aussi parce que l'ADN a amené une vraie démonstration d'un métissage sur le temps très très long des individus. On n'est pas, à part quelques peuples, pas très nombreux, purs. Quelque part, ça a contesté le discours raciste, mais quelque part, l'ADN refabrique des catégorisations. Mais c'est aussi le discours savant qui a déconstruit le discours savant. Et c'est encore des savants qui aujourd'hui se battent sur cette compréhension du monde et sur son explication. Je le dis parce que c'est extrêmement intéressant comment généralement, vous parlez d'ailleurs des contre-images qui prennent les mêmes codes, on prend les mêmes principes. On attend que de savants démontrent que des savants, on dit n'importe quoi comme savants pour que des savants intelligents disent des choses intelligentes, après les savants idiots qui auraient dit des choses qui seraient fausses. Non, les savants du 19e, ils croyaient parfaitement ce qu'ils écrivaient. Hein. En dehors, on peut les qualifier de racistes si on veut aujourd'hui, de colonialistes, mais ils croyaient ce qu'ils disaient. Ils avaient le sentiment de s'appuyer sur du savoir, de la connaissance, de la reconnaissance. Comme les savants d'aujourd'hui qui déconstruisent cette chose sont persuadés d'avoir raison. En même temps, l'opinion publique se fout royalement de tout ça. Ben oui, parce que d'ailleurs, très peu de gens lisent le discours des savants. Combien ici ont lu Gobineau? L'ensemble des bouquins, hein. L'édition de 1853 et celle de 1855. Hein. Et pourtant, il en a vendu 5000 exemplaires en tout et pour tout. Et c'est pourtant la référence qu'on fait absolument en Occident sur l'inégalité des races humaines. Mais très peu de gens. Ce que par contre tout le monde a vu, c'est ce qu'a produit le gobinisme ou sa pensée, aussi bien d'ailleurs en Allemagne nazie après ou en France, par rapport à cette vision du monde. Du coup, je profite en fait pour faire le lien. On a parlé tout à l'heure pendant le débat mouvant de l'histoire coloniale. On a la chance donc d'avoir Monsieur Blanchard qui est un expert du fait colonial et aussi comment dirais-je, de l'histoire de l'émancipation des peuples. Enfin, moi, j'aime bien parler des deux parce que c'est vraiment c'est deux temps extrêmement importants. Donc ça fait partie de vos domaines d'études. Ce qui est assez intéressant dans le livre, c'est que vraiment il y a un vrai travail sur l'analyse des archétypes à l'œuvre en fait dans l'imaginaire colonial. On a l'arabe violent et fourbe, on a l'africain, vous l'évoquiez tout à l'heure, stéréotypé, tour à tour indolent, cannibale, infantilisé. On a le juif obsédé par l'argent qui reste dans l'ombre, l'asiatique industrieux et retors, et on pourrait multiplier à foison ce type d'exemples. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ces principaux archétypes racistes issus de l'histoire coloniale en fait, ont contribué au récit de la colonisation et si, à votre avis, et je pense savoir la réponse, mais je me permets de vous poser la question, ces derniers sont toujours à l'œuvre, mais de manière détournée éventuellement ou, voilà. Comment ça existe encore cette chose-là? Je vais parler de la fin. Oui. C'est bien parce que pendant très longtemps, l'antiracisme en France, par exemple, a reposé sur un discours extrêmement... C'est pas une critique sur mes aînés, hein, mais ils avaient une vision très morale de l'antiracisme. C'est pas bien d'être raciste. Et pendant 40 ou 50 ans, ça a été la trame des grands mouvements antiracistes français, d'abord d'appuyer sur cette question-là. Une des rares questions qui a été historicisée, c'était l'antisémitisme. Vichy, la Shoah, l'Allemagne nazie, voire en poussant un peu le discours des ligues d'extrême droite, l'affaire Dreyfus. On arrivait à historiciser la haine de l'autre. Sur la question coloniale, en fin de compte, elle n'apparaissait pas, parce qu'on la trouvait peut-être trop franco-française. C'est pas que nous, les Français, on n'était pas les seuls. Et puis, elle semblait en périphérie de ce qu'on venait de dire. Déconstruire le racisme ne nécessitait pas de déconstruire le colonialisme. C'est deux choses un peu différentes. Et puis, l'image coloniale, d'une certaine manière, avait-elle eu l'impact qu'on pouvait imaginer? Est-ce qu'elle avait vraiment contribué à fabriquer le racisme? Est-ce que les os humains avaient été une des matrices? Toutes ces questions-là, dans les années 70, 80, 90, 2000, en gros, étaient totalement séparés. Donc, il n'y a pas eu un travail, par exemple, dans la lutte antiraciste, qui a pris les images coloniales pour les décoloniser et pour les déconstruire, pour reprendre le sous-titre. À côté de ça, dans l'imaginaire colonial, qu'il soit français, japonais, anglais, italien, américain, l'Amérique était un grand empire colonial, il suffit de se rappeler des Philippines, l'image coloniale, elle est paradoxale. Elle peut vous fabriquer du fier africain tirailleur sénégalais qui se bat aux côtés de l'armée française, comme elle peut vous fabriquer une image exotisante de femmes au sein nu pour insister à engagez-vous dans l'armée. Comme elle peut vous fabriquer une simple image d'une banalité absolue avec des bananes pour acheter les bananes de Guadeloupe et des Antilles. Comme elle peut vous fabriquer une image très industrielle d'un pont qui traverse d'un seul coup ou une route qui traverse le désert avec un chamelier qui passe. Vous regardez l'image, vous dites une route avec un camion, un chamelier qui passe. Il n'y a pas de racisme. Oui, mais Coco, le but d'une image coloniale, c'est pas d'être raciste ou non. Tu n'as pas besoin de répéter aux gens pourquoi on domine et pourquoi on occupe les terres et pourquoi ils n'ont pas de droit. Hein. C'était un état de fait, c'est le point de départ. L'image avec la route et le camion par rapport au chameau, c'est que tu amènes la modernité parce que tu es blanc.
Si tu amènes la modernité, le rythme du chameau ne te permettra jamais de rentrer dans le monde moderne. Donc ta voiture, elle vient sauver l'Afrique. Sans toi, l'Afrique elle meurt et le chameau il continue à passer. L'image coloniale, elle sert à ça. Donc elle fabrique non pas un morphotype d'exclusion, elle fabrique une légitimité d'un système avec une gamme de sujets incroyable. Ça va de l'exotisme, de l'esthétisme, de la beauté. Et en plus, une image coloniale, généralement, elle est belle. Je donne un exemple qui est très très simple pour que tout le monde comprenne. Vous pourriez avoir une image coloniale sur le dessus de votre cheminée. Mais vous ne mettez pas une image d'un parti nazi. Hein. Ça, c'est très clair. Celle-là, vous la laissez à la cave, voire vous la détruisez. Personne n'a une image avec Goebbels chez lui. Ou alors c'est un malade mental. Par contre, une image coloniale, elle a de l'esthétisme, elle peut vous vendre le voyage à Biskra, elle peut vous faire le transsaharien qui travaille, elle peut avoir les images de 3 couleurs, un drapeau, un empire, une affiche publiée en 1942, parce qu'elles sont belles. Pourquoi elles sont belles ? Elles ont une fonction, il faut faire aimer l'empire. Le but, il n'est pas de faire aimer ou pas les gens, c'est pas le sujet de l'image coloniale. L'image coloniale, elle est là pour pérenniser un système. Elle n'est pas en guerre. Enfin, sauf à la fin. On parlera des images de décolonisation. Très très bon livre d'ailleurs ici de Mola sur les décolonisations, la chute de l'Empire. Les images de décolonisation, c'est encore autre chose, puisque rentre l'ennemi, le félaga, les gens dont vous parlez. Ça ne veut pas dire que l'image coloniale, elle n'a pas des stéréotypes. Bien sûr qu'il en faut. Si vous ne comprenez pas l'Indo-chinois en image, si vous ne lui mettez pas un chapeau pointu, s'il n'est pas un peu nonchalant. Vous ne comprenez pas le mythe quelque part de l'Orient, si vous ne fabriquez pas les stéréotypes, dont un est extraordinaire, on en parle plusieurs fois dans le livre dessus, c'est... Je pense que la plupart de nos grands-parents, arrière-grands-parents, étaient persuadés qu'à Tunis, à Alger, au Caire et à Damas, il y avait des femmes au sein nu dans les rues des villes. C'est la plus grande production d'images sur le Maghreb et le Machrek. C'est 12 à 13% des cartes postales. Là, je vous parle de centaines de millions de cartes postales. Hein. C'est une image incroyable. Allez, ce soir, vous allez sur Internet, vous tapez Mauresque au sein nu. Bon, à 5h du matin, vous y êtes encore. Hein. C'est l'image emblématique. Et donc, les gens qui n'avaient jamais été au Maghreb, ou au Machrek, ou au Moyen-Orient, étaient persuadés que dans toutes ces villes, il y avait des femmes. Bon, en gros, le harem avait quitté les harems et rentré dans les rues. Hein. Et qu'elles étaient là, lascives, et qu'elles attendaient quoi ? Le colonisateur. Parce qu'elles s'ennuyaient. Une femme qui est au sein nu dans la rue, par définition, il se passe quelque chose. Hein. Si elle est au sein nu dans la rue, c'est pas juste du hasard graphique, un dîner qui se serait juste éclaté à faire une belle représentation ou un vernet. Non, ça correspond à un message. L'Orient est ouvert, l'Orient est à nous. Les femmes de l'Orient sont à nous, elles ne sont pas ni à leur père, ni à leur frère, ni à leur mari. Nous pouvons les prendre. Elles s'offrent à nous, donc une femme au sein nu dans les rues, voire totalement nue, et que vous reproduisez en carte postale. Fantastique. Alors, je vous explique un truc juste pour que vous l'ayez en tête, on le dit dans le livre à un moment. Prenez une carte postale d'une femme blanche, lascive, envoyez-la en carte postale, vous voyez ce qui vous arrive. Ça s'appelle un acte pornographique à la fin du 19e siècle, et c'est interdit par la loi. On est tous d'accord ? Sauf qu'à l'époque, une carte postale, pour les plus jeunes, là, ça ne s'envoie pas avec une enveloppe. Hein. On colle le timbre derrière, on l'envoie. Vous faites ça, vous faites attraper par le postier, qui vous dénonce au garde champêtre et vous terminez à la police. Simple, basique. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas des images pornographiques de femmes blanches. Mais généralement, vous ne collez pas un timbre derrière et vous ne l'envoyez pas à votre grand-mère. Ça va, vous avez compris. Par contre, si cette femme, elle est indo-chinoise, cette femme, elle est maghrébine, cette femme, elle est d'Afrique de l'Ouest, malgache, antillaise, il n'y a pas de problème. Vous pouvez coller le timbre, personne ne va vous l'interdire. Et elle va se diffuser. Et le petit garçon ou la petite fille de 7-8 ans qui va récupérer la carte postale, grand-oncle nous a écrit des colonies, qui la donne à sa grand-mère, qu'on pose sur la cheminée, c'est une femme nue. Et la femme nue, c'est des dizaines de millions d'exemplaires. Hein. Vous fabriquez un imaginaire incroyable qu'il existe un pays qui s'appelle la colonie, dans lequel des hommes dorment au pied des arbres et les femmes au sein nu attendent le colonisateur. C'est totalement délirant. Vous savez que c'est un des premiers arguments qui est repris dans le recrutement militaire sur les affiches. Trouver une affiche militaire où il n'y a pas un chameau, un cactus et une femme nue, pas beaucoup de chance. Hein. Vous pouvez y aller, parce que c'était le moteur. On savait aussi que dans des pays corsetés, avec une morale chrétienne, aller aux colonies, c'était la libération sexuelle. Et que ces femmes étaient ouvertes, dans certains cas les hommes aussi, étaient ouvertes au désir de l'Occident. Et ça, c'est fabriqué par l'image. Il y a même un livre du docteur Jacobus qui s'appelle « L'art d'aimer aux colonies ». 700 pages. Alors celui-là, vous pouvez le déstructurer. Hein. Bon courage, hein. Là vous pouvez vous accrocher. Hein. Et ça y va à tous les niveaux dessus, jusqu'au morphotype des jeunes femmes, ce qu'on peut leur faire, et surtout cette phrase totalement incroyable, vous n'avez pas trompé votre femme, si vous en avez une en Occident. Ce ne sont pas des êtres humains comme nos femmes. Donc d'un côté, vous ne devez pas franchir le Rubicon racial, mais de l'autre côté, vous pouvez consommer le sexe. Ça vous fabrique un truc totalement délirant. Et ça, c'est quelque part parce que vous êtes dans un entre-deux, où vous n'êtes pas vraiment avec un être humain. Comme ce n'est pas vraiment un être humain, vous ne trahissez pas votre épouse, si vous en avez une. Et puis de toute façon, vous ne trahissez pas la race, puisque... Et de toute façon, comme l'a très bien montré le cinéma colonial, qui est la dernière graduation de tout ce qu'on vient de se dire,
une histoire d'amour aux colonies se termine toujours mal. Et ça, la boucle est bouclée. Vous ne pouvez pas l'épouser, puisque ça va mal se finir. Pour nous, ça paraît banal ce que vient de se dire. Mais c'est des dizaines de millions de gens qui sont dans un système où ceci fonctionne. On ne peut pas croire que tout ça ne marche pas. Derrière, ça fabrique un système de domination, un système d'exclusion, un système de droit, un système où si celui qui a été violenté ne va pas se plaindre. Alors d'abord parce qu'un indigène ne peut pas prêter serment devant un tribunal, il faut le savoir, mais que deuxièmement, il va se plaindre de quoi? D'un droit de cuissage légitimé par l'imaginaire collectif. Et tout ça se passe en plus avec des belles images. Parce que ces cartes postales, elles sont esthétiques. Si elles n'étaient pas esthétiques, elles ne seraient pas achetées par celui qui est aux colonies et qui fait quoi? Il veut montrer que son safari sexuel se passe bien. Il ne va pas choisir quelqu'un qui est laid de corps. Il va plutôt aller choisir quelqu'un qui est esthétique. Il va donc renvoyer une soi-disant belle image des colonies. Et en plus, pour les plus triviaux, il va écrire dessus « Celle-là, elle te plairait bien ». Ça, et là, je recommence. Madame a regardé tout à l'heure, des dizaines de millions de cartes postales. Je ne vous parle pas de une ou deux là. Et c'est massif, c'est répétitif. Ça prend des rythmes différents en fonction des époques. La couleur arrive. Les cartes postales vont être dentelées. Et ça continue. Et si vous allez aujourd'hui à Dakar, si vous allez aujourd'hui au Kenya, si vous allez aujourd'hui en Afrique et vous regardez les cartes postales qui sont vendues aux touristes, vous avez toujours les mêmes. Elles n'ont pas disparu. Elles continuent à fabriquer une forme d'exotisme de ces pays. Et elles continuent à tourner. Ça fait partie du décorum. Merci pour cette réponse extrêmement complète. Je vais faire un petit saut dans le temps. Je voulais revenir sur ce que vous évoquiez. Il y a un chapitre qui est consacré en fait aux résurgences des mouvements d'extrême droite, d'ultra-droite. L'élection présidentielle américaine, elle aura lieu donc le 5 novembre 2024. Ça ne vous aura pas échappé. On a tous en tête ces images liées à l'assaut du Capitole, le 6 janvier 2021, suite à la défaite de Donald Trump et à l'accession de Joe Biden à la présidence. Donc, dans le chapitre consacré au fascisme et au suprémacisme, vous abordez la résurgence donc, de ces mouvements-là. Vous citez notamment les Proud Boys et le mouvement QAnon aux États-Unis. Ces incidents, on les a tous en tête par les images. On a tous ces images, en fait, cet assaut du Capitole où on voit des hommes armés, pour certains des vétérans, c'est assez clair, à la fois dans leur attribut et dans leur organisation de corps, si je puis dire, qui prennent d'assaut le Capitole. Donc moi, j'aurais voulu que déjà vous nous fassiez un point sur ce qui s'est passé, eu égard à l'actualité que nous vivons actuellement, et que vous nous livriez votre analyse de cet événement, puisqu'effectivement, QAnon, est-ce que c'est un mouvement ou pas, ça c'est à discuter, irrigue à la fois un imaginaire et aussi toute une iconographie aussi derrière. Pour irriguer, c'est notamment... Comme vous l'avez d'ailleurs sur la couverture du livre, ouais. Pour autant ce ne sont pas des membres du Ku Klux Klan américains. Ce qui prouve que même le Ku Klux Klan est un produit d'exportation, ils sont australiens. D'ailleurs, c'est moi, quand on a vu cette photo, je me suis fait piéger en étant persuadé que c'était l'Amérique. Et c'est en discutant avec le photographe qui m'a expliqué, non, il me dit, il y a des Ku Klux Klan partout, même en Australie, ils ont pris les mêmes codes et compagnie. Et sur les tenues, et pour répondre à votre question, vous avez derrière le drapeau de l'Union, alors vous dites, qu'est-ce qu'un Australien récupère à la guerre de sécession? Vous avez toutes les croix occitans qui nous ramènent aux croisades. Vous avez donc tous les stigmates que vous retrouvez dans tous ces mouvements américains, européens, d'extrême droite. Et sud-américains, pas mal et de plus en plus. Et même, le plus incroyable, c'est qu'il y a, même dans les pays au Moyen-Orient, vous retrouvez ces éléments. Et même en Inde, vous savez que le pays aujourd'hui où il y a le plus de livres traduits dans traduction de Mein Kampf, c'est l'Inde. Comme quoi, il n'y a pas de frontière pour la connerie, on est tranquille. Non, mais c'est très important à dire. Parce qu'aujourd'hui, ces mouvements, ils récupèrent tout ça. Oui, capitalisme. Voilà, ils agrègent, si vous préférez, des choses qui, même à certaines époques, auraient pu être tout à fait en opposition. C'est-à-dire qu'ils agrègent un antisémitisme violent, avec le Ku Klux Klan avait déjà, puisque je vous rappelle que des Juifs ont été lynchés aux États-Unis, une haine de l'Asie envahissante. Je vous rappelle aussi que des Chinois ont été lynchés aux États-Unis. C'est pas donc neuf, c'est une longue histoire. Bien sûr, la haine des Noirs et la haine du métissage, un rejet des immigrations, ce qui est assez nouveau dans une Amérique qui, pendant très longtemps, blanche, a été une Amérique de l'immigration. Les petits blancs du début du XXe siècle qui étaient au clan étaient eux-mêmes des migrants. Mais en même temps, maintenant, vous pouvez avoir le dernier qui arrive, il est rejeté dans ce discours-là. Tous les éléments iconiques pour se fabriquer une sorte de forteresse blanche qui se protège du reste du monde parce que maintenant, on est minoritaire. Et c'est leur perception du monde. Donc, QAnon, c'est aussi une manière d'expliquer l'apocalypse qui va venir, d'expliquer aussi, de revenir et de douter systématiquement de tout ce qui est dit. Alors ça, c'est encore autre chose.
Mais ça vient quand même des mouvements qui ont contesté la Shoah pendant très longtemps. Et ça vient aussi d'un refus qui est très américain, celui-là, ce qu'on a un peu oublié, d'un refus des élites et d'une Amérique qui dirait le mensonge par rapport à la vérité première. C'est aussi très lié à la religion. Mais une manière de repenser la religion. Alors, faut quand même... C'est compliqué la religion aux États-Unis. Enfin, tout le monde est religieux, mais tout le monde n'est pas forcément d'accord sur la religion. Un peu comme un pays comme le Brésil. C'est pas un hasard si les grands populistes montent en ce moment dans beaucoup de pays où la religion est encore très prégnante aussi. Et tout ça est agrégé par ces mouvements, qui bien sûr peuvent le décupler par Internet. Il y aurait 2 risques à avoir dessus. D'abord, penser qu'ils sont plus importants qu'hier. Non. Il faut plus de bruit qu'hier, ce qui est sémantiquement très important à comprendre. Alors, je vais parler d'un grand philosophe, il va s'amuser parce que c'est filmé, qui s'appelle Lilian Thuram, avec qui j'ai fait un livre. Et Lilian dit toujours cette phrase, parce que lui, il l'a vécu dans les stades de foot avec ceux qui font des cris de singe. Il dit, c'est bien parce qu'on arrive à les quantifier. On arrive à compter combien ils sont. Mais il n'y a pas plus de cris de singe aujourd'hui qu'il y a 40 ou 50 ans. Quand nous, on discute avec un Luxembourg qui était un joueur de foot il y a 25 ans, il n'a pas fait un match dans sa vie sans qu'on l'ait traité de sale nègre. C'est jamais arrivé. Ce que je veux dire, c'est que ceux qui hurlent aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont en posture de combat. C'est exactement ce qui s'est passé avec le clan. Quand il a été créé au lendemain de la guerre de sécession, il s'est créé, il est devenu visible. Il n'avait pas besoin de l'être avant, puisque les Noirs étaient esclaves. Vous devenez à un moment visible, vous prenez la parole, vous hurlez, à partir du moment où l'autre peut vous faire perdre votre hégémonie, peut faire perdre votre suprémacisme, peut faire perdre votre domination sur l'autre. C'est exactement comme les hommes quand ils ont peur des femmes, quand elles deviennent féministes et qu'elles réclament l'égalité. Vous les entendez peu avant. Vous voyez, avant l'affaire de Pardieu, il ne s'y dit pas beaucoup de pétitions. Là, ils en signent tous beaucoup. Cette peur de ce qui se passe crée du bruit dans ceux qui n'avaient pas forcément besoin d'être bruyants ou organisés avant. Notre erreur serait de penser qu'ils sont plus nombreux parce que Trump arrive au pouvoir. Ce n'est pas faux et ce n'est pas vrai. Je m'explique. Trump arrive au pouvoir pour des tas de raisons. Il n'arrive pas simplement au pouvoir parce qu'il y a ces mouvements-là. Il arrive au pouvoir pour des tas de raisons d'une Amérique qui doute, d'une Amérique qui est en pleine mutation, d'une Amérique qui a peur aussi avec la Chine du monde dans lequel il rentre, d'une Amérique aussi qui a le sentiment que les valeurs de l'Amérique qui existaient dans l'entre-deux-guerres, rappelez-vous, avec l'isolationnisme américain, qu'il faut vivre loin des autres, notamment avec la frontière mexicaine, c'est plein de raisons différentes. Ces mouvements aujourd'hui sèment aussi parce qu'Internet, et Internet c'est de l'image, ont redonné vie à des tas de discours. C'est-à-dire que celui qui est au fin fond de l'Arkansas peut avoir autant de poids que l'État fédéral pour tenir un discours. Et s'il est suivi par 7, 8, 10, 15 millions de personnes, d'un seul coup, il a une clé d'explication. Ça, oui, il faut l'entendre. Il faut entendre qu'il y a une capacité et une puissance de frappe complètement hallucinante. Ce qui fait que vous avez encore des gens qui pensent qu'il y avait des antennes paraboliques en haut des pyramides. Oui, ou le Pizzagate. Exactement. Mais ne croyons pas que c'est la technique aujourd'hui, ou c'est le fait qu'on les entende ou qu'on les voit, qui fait naître quelque chose qui avait 5 millions de membres au Ku Klux Klan, 4 millions de membres au Ku Klux Klan dans les années 20. Aux États-Unis. Et le nombre de sympathisants, je ne vous en parle même pas. Le nombre d'élus aux États-Unis, donc démocrates à l'époque, c'est un peu compliqué à raconter, mais c'est l'inverse d'aujourd'hui. Démocrate qui se fait élire avec le soutien du clan dans le sud des États-Unis, c'est hallucinant dans les années 20-30. Ce que je veux dire, c'est que même un Roosevelt ne critique pas le clan. Donc, il faut se rappeler quand même tout ça. C'est une institution à l'époque. Et ils ne sont pas moins racistes que le Ku Klux Klan aujourd'hui. Hein. Mais ils reprennent tous ces éléments-là parce que ça n'a pas disparu. Comme emblème. En gros, les croisades ont été une étape qui va après être l'apartheid, qui va être une étape de défense de l'Occident, qui va être une étape avec les nazis par rapport à la purification de la race, qui va être une haine du juif qui vient perturber la nation, qui va être la haine du Mexicain, mais qui existait déjà sous Eisenhower avant. Tout ça se cumule et s'agrège pour expliquer qu'il y aurait, et ça c'est le plus important, une sorte de continuité dans un déclin irréversible de la race blanche. C'est ça qui porte. Un discours décliniste. Discours déclinisme, parce que d'ailleurs on a entendu en France, je vous le rappelle, que vous pouvez retrouver aujourd'hui avec le grand remplacement, qui fonctionne à peu près partout. D'ailleurs, les Français ont presque l'origine textuelle, intellectuelle de l'avoir raconté, de l'avoir formulé. Mais Henri Massy faisait le même livre au début des années 20 sur le déclin de l'Occident. Vous aviez ces grands leaders britanniques qui nous parlaient d'un flot de couleurs qui allait envahir l'Europe. Et à la fin du 19e, vous avez aussi ces penseurs avec la France juive de Drummond. Ils ne sont pas nouveaux. La grande différence aujourd'hui, c'est qu'on on comprend qu'il y a une vraie guerre de la vision du monde qui est en train de s'installer. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas le perdre, l'hégémonie qui est la leur. Et là, ils ont le sentiment de la perdre. Donc, ils deviennent très bruyants, très organisés, très structurés. En France, on le voit, c'est les formats d'extrême droite, comme dans toute l'Europe qu'on peut voir en ce moment, qui sont accentués par cette peur, je vais à peu près faire très simple, d'une invasion migratoire non européenne, qui a cristallisé, si vous préférez,
y compris dans les opinions publiques, y compris dans les opinions politiques d'une certaine gauche populaire, par exemple, qui avant aurait voté Parti communiste dans les années 50-60, où la guerre des races a remplacé la guerre des classes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur de perdre le peu qu'ils ont. Et c'est très classique. Aujourd'hui, sur quoi s'appuie Orban, s'appuie le Rassemblement national ou d'autres mouvements d'ailleurs d'extrême droite européens? Ils s'appuient d'abord sur la peur dont Madame parlait tout à l'heure, cette peur de l'autre. Mais cette peur de l'autre, elle n'est pas devenue abstraite, là, elle est très concrète. On vous raconte que cette peur, elle va venir d'Afrique ou du Moyen-Orient, elle va prendre nos emplois, elle va prendre quelque part toute la gamme d'aides sociales qui peuvent arriver, et puis quelque chose qu'il ne faut jamais oublier dans l'inconscient collectif et sexuel, ils vont prendre nos femmes. Attendez, vous rassurez-vous, quand vous écoutez le discours de l'extrême droite, il est hallucinant là-dessus. Ce qui marche le mieux chez les hommes virilistes, c'est ce discours incroyable, ces hommes qui viennent d'Afrique, avec toute la mythologie sexuelle qui accompagne ça depuis 3 siècles et demi, et en plus, ils vont prendre vos femmes. Et donc, vous avez affaire à une peur qui est en fait très structurée, elle n'est pas inconsciente, et elle est historicisée. On va vous la raconter, on disait, tant qu'on les tenait par l'esclavage dans le Sud, ou tant que le système colonial les tenait, ou tant qu'on les laissait de l'autre côté de la frontière, les sauvages, les Indiens, nous maîtrisions notre destin. Le jour où ils sont rentrés sur nos territoires, le jour où ils sont dans nos sociétés, le jour où ils sont dans nos écoles, le jour où ils sont dans nos lits, les femmes, c'est fini. Et ça, c'est quelque chose qui est porté par ces mouvements-là, alors que Trump, comme d'autres, Orban, Bolsonaro, Modi en Inde, savent très bien manipuler, parce qu'on l'a appelé le populisme, mais ils ont raison, c'est ça, c'est à peu près des formes très proches d'ailleurs dans différents pays, mais ils reposent sur des tas d'éléments où ils se sentent héritiers d'une longue histoire. Alors, je crois qu'on a écoulé le temps, mais j'abuserai. Parce que, en fait. Vous vouliez parler de ça? Moi, j'aime bien, je l'aime bien. Ouais, en fait, ce qui est assez singulier dans cet ouvrage, c'est qu'on parle de déconstruction. Alors, je vous propose de faire avec Pascal Blanchard un petit exercice de déconstruction. Ouais, je m'en occupe. Vas-y. Hop. Voilà. Hop, il a disparu. Vous la voyez tous? Alors, je la fais. Hop, je l'avais même en papier, vous allez voir. Alors déjà, juste une explication purement technique, c'est que quand vous ne voulez pas être embêté par une marque qui a fait une publicité que vous voulez mettre dans un livre, parce que là, vous pensez que c'est facile à faire, j'ai vu une pub, je demande à Manix, dans ce cas-là, ou à n'importe quelle marque, Banania et compagnie, de prendre sa pub, je la mets dans un livre et j'ai pas de procès. Alors votre éditeur, il commence par vous dire, t'es gentil Coco. Donc vous la prenez dans le métro, avec le cadre du métro autour, comme ça vous avez contourné le problème de la loi. Ça, c'est un petit conseil pour vous tous. Vous allez voir, c'est bien, c'est plus la pub que je montre, c'est une publicité dans le métro. C'est pour ça que vous voyez le carrelage du métro autour. Petit détail, mais ça vous explique aussi que c'est pas toujours facile de pouvoir travailler sur des productions contemporaines. Si j'avais une pub Danone que j'avais voulu attaquer, j'ai intérêt à la trouver dans le métro avec du carrelage autour ou une sucette dans les rues de Paris pour être tranquille. C'était la petite boutade. Et donc, cette pub qui est sortie il y a très peu d'années. Vous avez pu aussi choisir la pub chinoise, qui est fantastique. Hein. Elle est fantastique, mais c'était un petit peu plus compliqué. Ce qui est intéressant, c'est vraiment de citer la date de cette pub. Quoi. C'est extrêmement récent. Bah, rappelez-moi, je ne m'en souviens pas. 2017. Merci à vous. Elle m'a sauvé, parce que là, j'étais perdu. Donc, Manix, préservatif, tout le monde a compris. Et puis là, d'un seul coup, d'abord, le mot le plus gros, c'est oser. Qu'est-ce que cette femme, elle ose? Parce qu'elle a bien compris que ce n'est pas l'homme qui parle. Ce n'est pas l'homme qui dit oser. Ce n'est pas l'homme noir qui a dit « je vais oser la femme blanche ». C'est la femme blanche qui domine l'image. Elle est au-dessus. C'est très clair. Puis en plus, elle a la main posée sur l'homme noir, puis sur sa tête. D'accord. Et lui, il sourit. Au moins, tout le monde a compris que c'était Banania. Elle parle d'un corps. Elle ne parle pas d'un être humain. Même s'il nous semble être au milieu de l'image, ce n'est pas lui le héros. Hein. C'est elle. C'est elle qui ose. Et là, vous avez tout le stigmate qui est... Alors, aujourd'hui, juste pour que vous compreniez la place de l'histoire dans la pornographie mondiale, homme blanc, femme noire, homme noir, femme blanche et autres, on a fait un ouvrage il y a quelques années qui s'appelle « Sexe, race et colonie ». On avait mis pendant 1 an un étudiant, il n'a pas eu de chance, à travailler sur tous les sites pornographiques sur la Terre. Pas de peau, à bout d'un an, il a changé de sujet, je peux vous le dire. Mais par contre, ça apprend quelque chose qui est extrêmement intéressant. C'est quoi les occurrences mondes? Alors, qu'est-ce qu'une occurrence monde? Il faut savoir qu'il y a 370 millions de clics par jour sur Internet pornographique dans le monde. Et en fin de compte, vous pouvez tout quantifier. C'est connu, c'est facile, c'est comme n'importe quel moteur de recherche, si vous préférez. C'est quoi les demandes les plus importantes? Et la demande femme blanche, homme noir, c'est la 7e occurrence monde, quelles que soient les sociétés et les cultures. Alors, il y a des cultures ou des pays où c'est plus demandé que d'autres. Par exemple, beurette, c'est essentiellement la France et la Belgique. Hein.
Ben, un Turc, quand il tape sur du pornographique, il tape pas beurette. Hein. Il s'en fout. Il en a à la maison, donc il s'en fout. Et les pays les plus consommateurs de pornographie, dans les 10 pays les plus consommateurs, 8 pays sont des pays du Maghreb, ou du pays du Maghreb, ou du pays du Moyen-Orient musulman. Dans cette cartographie-là, le rapport femme blanche-homme noir, l'homme noir punit la femme blanche. C'est ça que les gens vont voir dans le porno, d'accord ? À 95%. Ne posez pas d'autres questions, la femme blanche, elle est punie. Donc là, cette dame qui ose quelque chose, elle ose pas rien. Elle domine, mais c'est son destin qui va arriver, donc elle a intérêt à être protégée. Et inconsciemment, quand vous voyez la scène, vous avez deux manières de le percevoir, de le comprendre, de le lire. Mais le oser, quand même, il vous dit, ouais, elle ose quand même. Bah, elle ose un noir. Ça, c'est le premier niveau. Ceux qui va un peu plus loin, ils disent, waouh, là, elle va oser. Une sexualité hors norme. Puis celui qui pousse beaucoup plus loin le jeu, elle va oser quelque part faire quelque chose qui va vraiment provoquer chacun d'entre nous dans la société. C'est vrai qu'elle a intérêt d'être protégée. En tout cas, on va la décrypter, l'image. Ceux qui n'avaient pas décrypté l'image, c'est la marque qui l'a créée, qui s'est pris une campagne, on en parle dans le livre, et sur Internet, vous allez le voir, vous tapez Manix, Oser, vous allez voir. Et ils ont en plus essayé de le justifier. Alors là, les pauvres, ils ont ramé. Alors là, oui, mais non, au contraire, c'était participatif. Bah, pourquoi la main ? Pourquoi la main ? Bah oui, il n'y a pas beaucoup de couples où, quel que soit d'ailleurs le couple, là, homme-homme, femme-femme, blanc, noir, vert, rouge, machin, où il y en a un qui est super assumant, super branché, super dynamique, très bobo, très femme, bourgeoise, qui met la main sur la personne avec qui il est en couple. Généralement, on donne la main, on met rarement la main sur la tête, hein, pardonnez-moi. Là, c'est vraiment l'objet, elle a sa noix de coco. Enfin, il faut être très clair. Elle a son exotisme. Et en plus, on inverse les codes, donc c'est là où ils nous ont dit, tout va bien. C'est pas un homme noir qui est en train d'écraser la femme blanche. Oui, mais vous prenez le stéréotype pour l'inverser, pour justement provoquer. Prenez-nous pour des andouilles. Oui, mais c'est pas une femme noire qui se fait dominer par un blanc. Ben non, ça ne marcherait pas. Puisque par définition, ce serait une vieille. Là, vous inversez des codes pour soi-disant nous fabriquer une image positive qui n'en est pas une, et vous refabriquez une image autour d'une sexualité complètement analysée par chacun d'entre nous qui fabrique le noir objet. C'est Banania qui sert la France, et après avoir servi la France, qui servent les Françaises. Et ça, bon, ils ont retiré la pub, ils ont mis un peu de temps. Ils se sont platement excusés, ce qui ne change rien du tout, puisque je pense qu'ils n'ont toujours pas compris. Je voulais citer deux choses en publicité fantastiques. Bon, la pub chinoise qui est dedans, qui date de la même époque, hein, où en fait on voit une femme chinoise avec sa machine à laver, un Africain qui arrive, elle le met dans la machine à laver, elle ouvre la machine à laver 1 heure après, c'est une pub télé hein, qui fait 12 secondes, sort un Chinois et elle dit « cette lessive lave plus bon ». Donc les Chinois font extrêmement récent comme extrêmement récent. Et je vais vous raconter une histoire, mais je promets qu'elle est super courte. Il y a quelques années, les parkings Vinci, vous savez tout ce que c'est, vous en avez dans toutes vos villes, Bordeaux, je peux qu'il y en a comme ailleurs, voilà. Vous voulez faire une publicité qui était assez réaliste par rapport au personnel qu'ils ont dans les parkings qu'ils gardent. En gros, les gardiens de parking. Et donc, ce que dit le brief de la pub, c'est que les gardiens de parking sont souvent africains, maghrébins, mais souvent des hommes noirs qui travaillent. Donc, ce serait bien de montrer notre réalité, on va l'assumer avec un homme noir. Ok, je vous passe les détails, c'est le brief de la pub, ils font une pub, et on voit quoi ? Un homme noir qui aide une femme à ranger dans un parking son coffre de voiture pour avoir fait les courses. Tout se passe bien. La pub est belle, grand mur blanc, belle voiture, extincteur bien sûr chez Vinci pour assurer que dans les parkings de Vinci, il y a bien les extincteurs, c'est les incendies, tout va bien. Et il y a quelqu'un qui a commencé à dire une femme blanche dans un parking avec un homme noir. Ouais, est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut dire ? Est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque dans un parking, femme blanche ? Et donc les gars ont dit, ouais, mais on ne peut pas casser notre campagne quand même, c'est le substrat de ce qu'on veut dire. Et il y a quelqu'un qui a levé le doigt dans le fond de la salle, alors là je caricature, parce que c'est pas vraiment passé comme ça, mais c'est pour que vous compreniez, qui dit, on va lui mettre des ailes d'ange, au noir. Comme ça, il va être bon. Il ne va rien se passer s'il a des ailes d'ange. Il n'est plus dans la caricature négative, comme dirait madame, c'est un ange. Et bien vous savez quoi ? La pub elle est sortie comme ça, avec des ailes d'ange. Vous la trouverez sur Internet, allez-y, vous allez la trouver. J'en avais fait une rubrique à l'époque dans Black Logo, dans la, je sais pas si tu te souviens, dans l'agriculture. Moi, l'histoire m'a sidéré. Et bien sidéré parce qu'ils ont été jusqu'au bout du raisonnement. Il fallait qu'ils gardent leur stigmate, mais donc ils ont cassé le stéréotype par un autre stéréotype. Si tu mets des ailes d'ange à quelqu'un, c'est plus un noir, c'est un ange. Donc elle n'a plus rien à craindre. Et là, vous voyez comment fonctionnent les stéréotypes. À tous les niveaux. À la fois d'ailleurs positivement, négativement. Comme on a seul coup ce qu'on disait tout à l'heure,
vous fabriquez par l'image, ou vous tentez de fabriquer par l'image, ou de déconstruire par l'image, eux l'ont déconstruit en image, ou nous, le travail qu'on vient de faire, et on pourrait continuer là. Ce que je veux dire, c'est que nous n'avons pas la capacité tout le temps de prendre nos images et de les construire comme ça. Mais nous avons beaucoup plus de capacité que nos aînés à lire aujourd'hui les images. Nous savons ce qui nous choque. Je l'ai dit tout à l'heure, si dans les bibliothèques on mettait une image du parti nazi, tous ceux qui viennent dans la bibliothèque seraient scandalisés. Par contre, si je mets une affiche coloniale, vous aurez très peu de plaintes. Si elle est belle, esthétique. Et dans l'entre-deux, certaines images pourraient passer. Ce que je veux dire, c'est que c'est ça qu'on doit apprendre à décoder. C'est compliqué, parce qu'aujourd'hui, les images les plus violentes, nous savons les rejeter. Vous parliez tout à l'heure de l'extrême droite. L'extrême droite, c'est particulièrement ce qui va provoquer. Et elle sait aussi quels sont les codes. C'est les Suisses, la Belgique, la France, l'Allemagne, l'Autriche, les partis européens, pour faire à peu près simple, ils ont parfaitement compris comment il faut symboliser les choses. Si vous voulez faire peur sur une campagne, vous symbolisez le Front National, ils sont champions du monde, enfin maintenant le Rassemblement National, c'est une femme voilée, on a compris. Ou des minarets. Pourquoi les minarets, ça marche tant dans tous les pays européens? Parce que d'abord, c'est graphique. Ben oui. Il y a même une affiche suisse qui était fantastique d'un pays. Après les missiles soviétiques, les minarets arrivaient, c'était de nouvelles fusées qui allaient détruire l'Occident. Mais cette fois-ci de l'intérieur. Fantastique, extraordinaire. Mais vous comprenez tous, parce que le minaret et le voile, vous avez compris le message. Vous n'avez pas besoin qu'on vous explique pendant 2 heures que le minaret, c'est l'invasion, c'est la fin des églises, l'Occident s'effondre, il n'y a plus rien, ils vont nous remplacer, le grand remplacement, c'est terminé. La femme voilée ou la djellaba, en 2 minutes, vous avez fait comprendre le message. L'habit devient un signifiant d'invasion, devient un signifiant de remplacement, de grand remplacement, y compris d'habits de nos espaces publics, et ça fonctionne électoralement, et alors là, quel que soit le pays, parce que l'islam est plus facile à représenter quelque part que le maghrébin. Et quelque part, l'islam devient plus dangereux que potentiellement le maghrébin d'hier. Pourquoi? Parce que l'islam organise, en plus idéologiquement, le grand remplacement. Et donc, vient se superposer à toute cette histoire qu'on a vue, c'est les croisades inversées, c'est le colonialisme inversé, dirait un candidat à la présidentielle, ancien journaliste et chroniqueur, c'est la colonisation inversée. Et ça fonctionne. Ça fonctionne comme une codification parce qu'elle s'appuie, mais sur des siècles. On pourrait remonter aux croisades dans la manière graphique, discursive, intellectuelle de dire qu'on protège quelque part son peuple, l'Europe ou l'Occident ou la race blanche. Pascal Blanchard, merci. Je n'ai pas posé le quart des questions que je voulais vous poser. Désolé. Mais ce fut un plaisir. Merci à vous.